La nouvelle adresse est tenue secrète. Seule une poignée de personnes la connaissent. Impossible de filmer l'extérieur ou même l'intérieur de la rédaction de Charlie Hebdo pour ne dévoiler aucun indice de localisation. Un lieu neutre nous a été communiqué pour rencontrer l'un des jeunes dessinateurs de Charlie Hebdo. Il se fait appeler Juin. Il a rejoint la rédaction 3 mois seulement après les attentats. La première fois que je suis arrivé, je me souviens, il y a plusieurs portes blindées à pousser et tout, et le Chris qui me dit « Bienvenue à la Société Générale !» Voilà, donc voilà, ça vous donne le ton, quoi. On est dans une pièce où il n'y a pas vraiment de fenêtre. Ouais, je m'étais juré que je bosserais jamais sous des néons, et je bosse sous des néons, voilà. Il a accepté de nous raconter cette rédaction en état de siège, à sa façon, en dessin. Plus de vitres sur l'extérieur. Une pièce blindée pour se réfugier en cas d'attaque. Un mot de code à partager ensemble en cas de danger. Et pour accéder à la rédaction, il faut franchir des portes spéciales, des ascenseurs, des escaliers, des sas ultra sécurisés. Juin est venu travailler à Charlie Hebdo pour participer à la renaissance du journal. Il assure ne pas avoir peur. Mes proches sont inquiets. Après, je sais que, voilà, on n'en parle pas trop, mais je sais que ça peut être compliqué pour eux, quoi. Mais après, ils savent que c'est important pour moi de vivre cette vie-là à 100%. Je me pose pas plus de questions que ça. Parce que sinon, quelque part, on s'interdit de vivre, quoi. Moi, j'ai pas envie de m'interdire d'être libre. Pour que cette rédaction puisse travailler sereinement, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place sous la houlette de Frédéric Auréal. Il a dû repenser toute la protection autour de l'équipe de Charlie Hebdo. Le niveau de sécurité qui a été adopté est celui d'une ambassade en milieu sensible. On a systématisé un certain nombre de process réservés aux personnes les plus menacées. Ça veut dire nombre d'officiers de sécurité présents sur place, reconnaissance des itinéraires, précurseurs, mise en place systématique de véhicules blindés et toute une protection sur laquelle je ne voudrais pas trop m'étendre quand même. 70 à 80 policiers sont affectés en permanence à la sécurité des locaux de Charlie Hebdo et de ses journalistes. Un triste paradoxe pour un journal qui prône depuis toujours la liberté. 15 ans en arrière, la rédaction de Charlie Hebdo ressemblait à ça. Un joyeux fouillis et un lieu ouvert, débordant de vie. Il y a beaucoup de noirs avec leur soutane. Hein. Il faut qu'on remplisse tout ça en noir, c'est long. Hein. Quand tu dessines le pape, t'as pas à remplir, là c'est bien. Là, il faudrait un truc différent, il faudrait que ce soit des, soit été par des Hare Krishna, tu vois, c'est graphique des Hare Krishna, tu vois, ça change un peu. Caroline Fourest y était chroniqueuse et se souvient de cette ambiance débridée et insouciante. Un lieu dans le 3e arrondissement de Paris avec des grandes baies vitrées, c'était lumineux. C'était une rédaction extrêmement ensoleillée. Et quand on faisait des conférences de rédaction, c'était très joyeux. Il y avait toujours un rayon de soleil, où il y avait toujours quelqu'un pour déconner. Ça fusait dans tous les sens. C'était des concours de vannes incroyables. On était au spectacle, tellement cette conférence était vivante. Et je pense qu'il y a peu de conférences de rédaction qui ressemblent à celle-ci. Et ensuite, quand je suis partie de Charlie et que je continuais à les voir de temps en temps, soit pour les interviewer, soit pour leur rendre visite, je n'ai cessé de les voir aller dans des lieux de plus en plus sombres, de plus en plus sinistres. En 2006, Charlie Hebdo est d'abord menacé par des islamistes après avoir publié des caricatures du prophète Mahomet. Les intégristes, les extrémistes vont avoir du mal à nous prendre en faute. En novembre 2011, un incendie criminel ravage entièrement les locaux de l'hebdomadaire satirique qui s'apprêtait à publier un numéro spécial rebaptisé Charia Hebdo. Et le cocktail Molotov a été balancé, ça a fait cramer la maquette et une partie des stocks du merchandising Charlie Hebdo. En 2013, Al-Qaïda publie en ligne une liste désignant plusieurs personnalités occidentales recherchées mortes ou vives pour crimes contre l'islam, parmi lesquels figure Charb, directeur de la rédaction. Bonsoir à tous. La France frappée. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. En 2015,
12 personnes sont tuées par les frères Kouachi, dont 8 personnes de la rédaction. 10 ans après, le risque d'un nouvel attentat est encore bien réel. Pour Gérard Biard, rédacteur en chef du journal depuis 15 ans, l'actualité récente prouve que les islamistes les plus radicaux ne renoncent jamais. Toute dernière information qui nous arrive de l'État de New York, Salman Rushdie aurait été poignardé alors qu'il s'apprêtait à monter sur scène pour une conférence. Salman Rushdie a cru malheureusement que le temps avait passé, que la fatwa, plus personne n'intéressait plus personne, que ce qu'il avait lancé avait oublié, que ceux qui s'en étaient emparés aussi avaient oublié. Mais en fait, non, ces gens-là n'oublient jamais. Ils croient à l'éternité, donc il faut toujours continuer à être vigilant tant qu'on n'en est pas venu à bout. Gérard Biard fait partie des journalistes les plus exposés à la menace islamiste. Il est protégé en permanence. Le quotidien n'est plus du tout le même. C'est difficile, on ne peut pas improviser, on ne peut pas se dire « Ah bah tiens, il fait beau, je vais aller acheter le pain ». Voilà, c'est quelque chose, il faut en quelque sorte tout planifier. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Ce qui doit interroger, c'est le fait que une rédaction d'un journal satirique, d'un journal politique, doivent être placés sous protection, pouvoir exercer. C'est ça qui doit interroger, d'abord. Même ceux qui ne travaillent plus à Charlie Hebdo sont encore menacés. C'est le cas de Philippe Val, protégé depuis 2007 car il a fait l'objet d'une condamnation à mort par Al-Qaïda. Chez lui, a été installée une pièce blindée pour se réfugier en cas d'attaque, avec réserve d'eau et de vivres. Il faut casser un mur pour rentrer dedans, si vous voulez. Il y a un téléphone avec une ligne d'alerte. Tous les déplacements que je fais sont une prise de risque calculée parce que je suis protégé. Mais sinon, on ne pourrait plus le faire. Ce serait impossible, c'est trop dangereux. C'est vraiment... Attendez. Oui. C'est vraiment important ce que je vous dis. C'est trop dangereux. C'est vrai que sans protection policière, on ne peut plus travailler. Ce jour-là, il va à Rennes pour la projection d'un film sur Charlie Hebdo, escorté par son officier de sécurité. C'est lui qui, au téléphone, s'assure que l'organisateur de l'événement arrive rapidement, pour ne pas que Philippe Val reste trop longtemps au même endroit. Il faut que tout soit fluide, donc il sait à l'avance tout ce que je dois faire, même parfois plusieurs jours à l'avance. Et voilà, on s'organise comme ça pour que ça soit rapide dans les lieux publics. Et si les conditions de sécurité ne sont pas optimales, tout peut être modifié. Ah, c'est là ? L'organisateur avait prévu un petit déplacement en métro en fin de projection, mais l'officier de sécurité va refuser. C'est pas actuellement, c'est les lieux, tout ça. C'est vrai, quand on est dans les lieux, je suis proche et tout, mais quand on déambule dans le métro, tout ça, c'est pas... Oui, ils vont au cinéma à pied. Je les emmène au cinéma à pied. Mais par contre, pour prendre le métro, pour aller jusqu'à la paix, il vaut mieux y aller en voiture. Le dos reste un sujet qui nécessite de prendre un certain nombre de précautions. Je pense que c'est sage, c'est sérieux de l'appréhender de cette manière. Dans une démocratie libérale, on peut être inquiet que pour organiser un événement qui n'a rien de sulfureux, on soit obligé, pour des raisons d'ordre public, de prendre autant de précautions. Vous allez regarder un film qui me tient beaucoup à cœur. À l'intérieur, les gens ont dû s'inscrire avant d'assister à la projection. La liste a pu être vérifiée par les services de renseignement. C'est le premier épisode d'une longue histoire, d'une guerre entre une religion radicalisée et la liberté d'expression des États de droit. C'est notre histoire, mais c'est votre histoire aussi. Le film projeté suit l'équipe de Charlie Hebdo pendant le procès intenté contre le journal en 2007 par l'Union des organisations islamiques de France et par la Grande Mosquée de Paris.
Voilà, maintenant, il faut dessiner Mahomet. Alors, moi, j'ai pas envie de faire un être grimaçant avec une barbe. Être aimé par des cons, c'est... c'est dur d'être aimé par des cons. Ça, c'est pas vrai, ça. Ouais, c'est cruel, mais c'est pas vrai. Mais je pense que ça risque... Oh, Marc, ça pète. Il était reproché à la rédaction du journal d'avoir publié les premières caricatures du prophète Mahomet. La justice les a relaxées. Le tribunal dit très clairement que nous avons participé de manière légitime à un débat d'intérêt général. On ne peut pas dire plus clairement que nous avions raison de participer à ce débat et de publier ces caricatures. Et le tribunal relaxe Philippe Val totalement et complètement. Je pense que c'est une victoire, notamment pour les musulmans laïcs, les musulmans républicains, qui en ont marre d'être représentés par des religieux. Philippe Val est convaincu qu'il y a une voie possible pour réconcilier tous les points de vue, celle du rire. Je pense qu'il ne faut pas ressembler à nos ennemis. C'est la première chose. Pour l'illustrer, il livre une anecdote vécue lors du procès, alors qu'il se tient à côté de ceux qui l'attaquent en justice. Le président fait une pause. J'étais dans l'allée centrale, tassé, et à côté de moi, coude à coude, il y avait l'avocat de la Ligue islamique mondiale. On avançait serré comme ça, à petits pas, il était contre moi. Et là, il me dit, il tourne dans mon oreille comme ça, il me dit « Monsieur Val, je suis d'accord avec rien de ce que vous dites, rien, mais j'aimerais bien être votre copain. » Forcément, on se marrait, quoi, quand même, vous voyez. Et ça, c'est la clé. Je pense que c'est la clé. Philippe Val continue d'aller expliquer ce qu'est l'esprit Charlie, de le faire vivre. Et il n'est pas le seul. Juin, le dessinateur, le fait lui aussi, et il continue de se moquer de toutes les religions, au risque de déplaire. Encore récemment, et ça a failli aller jusqu'en justice parce qu'il y a 2 associations qui ont porté plainte. C'était un dessin qui représentait la Vierge Marie au moment des premiers cas de variole du singe en Europe. Donc j'avais mis apparition de la variole du singe en Europe. C'était la Sainte Vierge à Lourdes qui était insultée par les croyants du coup. Ils pensaient qu'elle l'avait attrapée de façon pendant un rapport sexuel, quoi. Donc là j'ai reçu beaucoup de lettres au journal qui priaient pour mon salut, parfois plus vindicatives. Et puis j'ai aussi reçu des petites fioles d'eau bénite. Vous savez, les petites vierges en plastique de Lourdes, là. Mais cet esprit Charlie est-il encore populaire ? Car en 10 ans, le soutien au journal s'est fait plus discret. Bien loin des manifestations de soutien des 10 et 11 janvier 2015, où plus de 4 millions de Français avaient marché ensemble. On est contre la violence, on est contre le terrorisme, on est contre la barbarie. Pour dire aux autres non-musulmans que ces pratiques sont contradictoires avec l'islam que je pratique moi, que j'ai connu, dans lequel on m'a éduqué. La foule qu'on a vue le 11 janvier, elle était inouïe. J'avais jamais imaginé qu'autant de gens pourraient pousser les murs de Paris à ce point-là pour dire ensemble « ça n'est pas acceptable ». Et aujourd'hui encore, des gens n'ont pas compris ce que ça veut dire « je suis Charlie ». Ça veut pas dire « je ris à tous les dessins, moi-même j'ai envie de caricaturer tous les prophètes de la Terre ». Ça veut juste dire « je n'accepterai jamais que des dessinateurs meurent pour avoir essayé de nous faire rire de la peur ». Le numéro, publié juste après les attentats, titré « Tout est pardonné », s'était vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. L'important, c'est pas juste d'acheter celui-ci, c'est aussi de s'abonner parce que c'était déjà assez compliqué pour eux, ça va l'être encore plus aujourd'hui. Le nombre d'abonnés avait bondi soudainement de 15 000 à 260 000. 10 ans plus tard, l'engouement est retombé et le nombre d'abonnés n'est plus que de 31 000, 8 fois moins. Dans la jeune génération, Charlie Hebdo est de plus en plus décrié, voire critiqué. Martin Lhomme a 20 ans, il est journaliste à Charlie Hebdo et il a ressenti le besoin de créer une association pour aller parler de son journal aux jeunes de sa génération. Quand j'échange avec mes camarades de promo, qu'on échange avec d'autres jeunes à travers notre tour de France avec Génération Charlie, on se rend compte qu'aujourd'hui, au sein de la jeunesse, le message que porte Charlie n'est parfois plus du tout compris.
La jeunesse aujourd'hui est plus préoccupée par la libre expression de la religion que par finalement la protection de la liberté de conscience, de la liberté d'expression. Alors l'équipe de Charlie Hebdo, les anciens comme les nouveaux, tentent d'expliquer et de transmettre cet esprit Charlie en allant voir cette jeune génération. Rhys est ici avec des lycéens en Alsace pour la fabrication d'un numéro spécial du 7 janvier entièrement fabriqué par ses élèves. C'est vrai qu'il faut presque leur expliquer ce qui s'est passé, parce que maintenant, 10 ans après, c'est devenu un événement qui est entré dans l'histoire. C'est plus un événement d'actualité, ça l'était pour nous, mais à un moment donné, tout doucement, je ne sais pas à quel moment ça se passe, mais à un moment donné, ça devient un événement historique. Donc on leur parle comme d'un événement qui fait partie de l'histoire de France. Esprit Charlie, pour moi, ça commence au collège ou au lycée, quand avec des copains, on a envie de déconner, et ça commence à ce moment-là, la vie, l'Esprit Charlie. Donc après, il faut le maintenir et le faire perdurer. 10 ans après, la rédaction reste meurtrie. Surtout quand elle doit pleurer une nouvelle victime, Simon Fieschi, l'un des rescapés de l'attentat, retrouvé mort le 17 octobre dernier. Il avait été le premier touché par les frères Kouachi. Les poumons perforés, la moelle épinière atteinte, il avait fallu des mois à ce webmaster pour pouvoir remarcher et retravailler au sein du journal. Quand Simon Fieschi est mort récemment, voilà, je me suis dit, c'est une victime du 7 janvier, il a juste eu presque 10 ans de sursis et c'est tout, quoi. Mais ça m'a tout de suite ramené à ça, tout ramène tout le temps à ça, en fait. Il incarnait beaucoup justement cette résistance et cette résilience, sachant qu'il ne pouvait plus marcher quand il s'est réveillé, qu'il s'était battu pour remarcher, qu'il s'était battu pour tenir debout, qu'il avait suivi tous les procès, qu'il avait beaucoup d'humour. Il incarnait beaucoup cette résilience, Charlie. Donc son départ a été, je le sais, une déflagration pour tous ceux qui le connaissaient, qui l'adoraient, et pour la rédaction de Charlie. Lui-même était conscient que le combat restait à mener. Ce qui est arrivé, ça nous est arrivé à nous, Charlie Hebdo, mais c'est aussi une attaque contre nos libertés à tous. Et si les gens oublient ça, c'est très inquiétant pour eux, pour nous. C'est un épouvantable message à faire passer à ceux qui nous ont attaqués. Ça veut dire que c'est eux qui gagnent. En souvenir de ceux qui sont morts, les rescapés de Charlie Hebdo veulent continuer d'user et d'abuser de cette liberté. Et les dessinateurs continuaient de faire rire et de ne rien s'interdire, sans oublier le 7 janvier, mais sans rien céder à la peur.